Alors, aujourd'hui, j'ai préparé une petite liqueur ou un petit whisky pour, mais à condition. La condition, c'est qu'on termine ce soir le troisième chapitre du traité Berachot. Et comment on va boire le chanceux, whisky virtuellement? On comment posera pas de Le questions. whisky, on va le boire virtuellement ou on prend notre propre whisky? Non, 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 on prend son propre whisky. Ouais, Voilà, d'accord. on prend son whisky et on va comme un ami qui disait comme ça, quand mon verre est plein, je le vide. Quand il est vide, Il est vide, je le plains. Alors voilà. Alors maintenant, on va reprendre les halachot. Marco, je vais prendre un gin, moi. Ah, Hazak. Rabbi Marco. Rabbi Hazak, Tin'ana ou le Shiva? Super. Non. Nana. Ok, c'est bien. Alors, on avait étudié la Mishnah, la fameuse Mishnah, qui disait que une personne qui descendait faire un mikvé, à l'époque c'était très courant, mais le mikvé n'était pas aussi propre et limpide qu'aujourd'hui, et donc il rentre l'heure du schéma est venue. C'est écrit qu'il peut pas rentrer, par exemple, dans une eau qui est répugnante, qui a une mauvaise odeur. Par exemple, Mea Mishra, l'eau où on mettait le lin à tremper, et le lin donnait une mauvaise odeur à l'eau. Et donc, dans ce cas-ci, on avait vu qu'on pourrait pas faire le schéma dedans. Puis après, il y a écrit, même des eaux troubles, des eaux, j'allais dire un peu, alors, sales. Par contre, si tu mets de l'eau dedans, écrit dans la Mishnah, si tu as mis d'abord de l'eau dedans, eh ben c'est bon parce que tu as dilué, on va dire, la saleté. Et là, la Gemara, elle pose une question. Mais comment Maria Ramé Adazi? Combien d'eau doit-il verser? En deux mots, certainement pour diluer la mauvaise odeur, il faut mettre beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Vous pensez que la personne va mettre Donc, de quoi elle parle, la Mishnah, lorsqu'elle dit il faudra mettre de l'eau? C'est pas comme aujourd'hui, hein, on ouvre un robinet, on y va. Donc, c'est peu probable de dire, ou c'est même inconcevable de dire que on doit mettre de l'eau pour pouvoir faire le schéma, c'est impossible. Il n'y a pas autant d'eau, surtout dans un puits où on trempait le lin, où il y a des dizaines, des centaines de litres. Comment tu vas faire? Est-ce que je Là, bien, on est à quelle page? Page 25, folio B. Dis-moi, Rav, l'eau du mikvé, est-ce que c'est de l'eau de pluie simplement ou bien c'est de l'eau du robinet qu'on remplit? Alors, le mikvé, quand on dit que la Torah parle du mikvé, c'est de l'eau de pluie qui n'a pas subi de puisage, qui a été acheminée dans une citerne, dans une cuve qui est fixée au sol, une cuve, c'est-à-dire la terre, mais sans passer par un système de puisage. Quand je dis système de puisage, c'est toute chose où il va y avoir réceptacle, et puis de ce réceptacle, il va passer, de ce kéli, de cet ustensile, il va passer à cette cuve. En faisant cela, ça s'appelle maïm shevim, c'est de l'eau puisée, et c'est plus cachère pour le mikvé. Par contre, de l'eau de pluie, la mer, de l'eau de source, dans une source jaillissante, tout ça, c'est un mikvé. Aujourd'hui, vous allez me dire, alors comment on fait aujourd'hui le mikvé d'eau? Ils sont épurés, sont nettoyés, Alors en fait, nous avons une citerne d'eau. Dans chaque mikvé, il y a 1 à 2 à 3, pas quand tout est à la fois comment ça marche, mais une citerne d'eau fait à base d'eau de pluie. On a acheminé comment? Par rapidement, des styles de gouttières qui ont coulé, mais il n'y avait jamais à aucun moment un endroit plat, on va dire. Là où l'eau, elle peut... L'eau n'a pas stagné. Voilà, elle n'a pas stagné. Et puis après, elle est arrivée directement à cette cuve qui est dans la terre, qui est au sol, qui a même le sol. À ce moment-là, dès qu'elle a ce qu'on appelle 40 CA, après 1000 litres d'eau, ça devient un mikvé, je peux me tremper dedans. Par contre, si je me trempe, après plusieurs fois, l'eau, elle va commencer à se salir. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On a créé ce bassin, c'est un bassin réservoir. De l'autre côté du mur, on crée le bassin, nous, on va se tremper, mais avec des orifices. Ces orifices, ça va être un petit peu comme le système de, vous savez, les vases communicants. On va mettre de l'eau propre du robinet, et dès le moment où cette eau va communiquer avec l'eau d'à côté qui est de l'eau de pluie, on a une règle. Dès qu'il y a mikvé, même s'il y a de l'eau puisée qui tombe dedans, eh ben, c'est fini, c'est pas grave parce qu'elle a pris le statut. C'est intéressant parce qu'on va en parler de ça dans un instant. On va expliquer pourquoi. Mais ça prend le statut. Après, il y a des lois et des conditions. Comment, quoi qu'est-ce, dans grosso modo, c'est ça. Ça devient de l'eau propre. Et ça devient de l'eau tahor, pure de mikvé. Voyez-vous? À ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que nous, on remplit. Surtout au Canada où on n'est pas vraiment, on n'est pas, j'allais dire, beaucoup facturé à l'eau. Alors, on a ce luxe de changer une fois par semaine ou une fois, ça dépend. Surtout avec le Covid. Et on peut la chauffer. Oui, la chauffer, on peut la chauffer, il n'y a pas de problème. Il y a tout un système de chauffage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion une fois de visiter un mikvé. Oui. Mais oui. Voilà, vous avez ça, il y a le système de chauffage dedans, style de résistance. Et voilà, et aujourd'hui, il y a plein, dans le mikvé, il y a même le luxe. Les mikvés, alors vous avez plusieurs bassins. Il y a le chaud, le tiède, le froid. Pour ceux qui, et vous savez que le chassidim vont tous les matins au mikvé. C'est le rituel. Aujourd'hui, vous allez au centre Breslev, au Bet Rabad, ou ce que vous voulez, au Hachem, on a une communauté chassidique qui s'est installée à Côte-Saint-Luc. On les remercie, ils ont fait flamber le marché. En tout cas, mais aussi. Alors, ils vont tous les matins au mikvé. Voilà. Il y en a qui ont l'habitude d'aller tous les vendredis, il y en a juste avant les fêtes, ou juste avant Kippour, et Rosh Hashanah et Kippour. Donc le mikvé. Alors là, il dit, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Vous comprenez que c'était des puits comme ça dans la rue, ou des trucs. Alors, la Gemara, donc, tout de suite, elle s'interroge, elle dit, ça marche pas ton histoire. Tu me dis, il faut mettre de l'eau pour diluer, mais franchement, tu crois que le gars, il va mettre dans 2000 litres, 3000 d'eau, ça veut dire? Faire le schéma, franchement. La Gemara, elle dit, et là, Rikama, non. La Mishnah, elle voulait dire autre chose, et je vais, m'exprimer d'une autre manière. Ce que la Gemara, elle dit. Il n'est pas du tout autorisé ni à se couvrir, ni avec de l'eau croupie, ni avec de l'eau qui a été utilisée pour tremper du lin, ou des toiles, ou tout ce qui est ça, parce que tu peux pas mettre de l'eau. C'est impossible. C'est comme tu vas venir dans les égouts, tu vas mettre quelques litres d'eau, tu penses vraiment que tu vas enlever l'odeur? C'est impossible. Oui. Parce que des fois, il y a des gens qui vont tremper dans le mikvé des ustensiles, des trucs qu'ils achètent en fer ou en argent, en fer ou en Oui. céramique ou des choses Alors, comme ça. oui, alors bon, ça fait pas sale, ça rend pas sale Non, c'est pas sale, mikvé. Mais normalement, majoritairement aujourd'hui dans le monde assez moderne, il y a toujours une cuve de mikvé pour les ustensiles. C'est-à-dire le type, il se va pas au mikvé avec la casserole. D'accord, ça arrive, ça arrivait. Moi, par exemple, quand je me suis marié, vous savez, ma femme a fait ce qu'on appelle le shower. Shower, c'est, moi, en français, je comprenais pas, c'est, on fait une douche. Mais, alors, elle a reçu plein d'ustensiles, au Hachem. Mais c'est bien, ça c'est un cadeau pour elle. Et pour moi, c'était à moi de me taper tout le mikvé. Alors j'étais avec 2-3 amis, c'était en plein février. Vous imaginez la température extérieure. Bon, je me suis garé, je descends. Et il fallait tremper, donc les services Baruch Hashem, les assiettes, les fourchettes. Et il fallait bien sûr que j'en manque quelques-uns qui tombent. Donc vous imaginez un service, t'es dit, je t'ai envoyé 12 fourchettes, tu me reviens avec 8, il y a un truc qui va pas. Alors, mes amis m'ont attrapé, moi, je fallait que j'aille là-bas trouver parmi les débris verts et les débris de ce que chacun fait tomber, les petits. En tout cas, je les ai tous eus. Sur ce, mais normalement, voilà, c'est propre, c'est un endroit à part, c'est un bac à part, y a pas de problème avec ça. Mais c'est toujours le même principe. Ils changent, ils nettoient, parce qu'ils le mettent au contact du réservoir premier. Voilà. À l'époque en parlant du mikvé, on parle de professeur Moshe Feinstein. Aujourd'hui, le mikvé, il est surtout utilisé thoraïquement parlant. Bon, pour les tvilat kelim, pour les ustensiles, c'est thoraïque, toujours. Mais pour les hommes, ils sont pas thoraïques aujourd'hui. C'est pour les femmes. Les femmes, lorsqu'elles vont au mikvé, elles font la beracha, c'est thoraïque. Une personne qui va avec elle lorsqu'elle va pas au mikvé, après, toujours problème. Par contre, je sais que le Rav, à l'époque de
la Russie soviétique, l'URSS, le Rav Moshe Feinstein, que vous connaissez tous, qui était un des plus grands décisionnaires d'Afrique de la génération, d'accord, qui est décédé ça fait quelques décennies, en 93, le 7 Adar 93. En tout cas, il a, je pense pendant quelques années, il était même pas avec sa femme. Parce qu'il n'a pas pu, il fallait se cacher, il n'y avait pas de mikvé. Et même s'il autorisait à des gens de trouver des mikvés permis selon la halakha permissif, mais lui ne s'autorisait pas. Parce que c'était vraiment très, très, mais en tout cas. Et lui, donc, montrer la grandeur d'homme, la grandeur de son épouse. Alors, il y a des techniques, je sais pas, là, je le dis comme ça, après, je peux pas, par exemple, prendre de la neige, ces techniques de prendre de la neige dans des sacs ouverts. La neige, c'est solide. C'est pas considéré vraiment comme de l'eau lorsque je mets un sac ouvert derrière, qui est ouvert, qui a quand même un trou, un orifice. Alors, ça s'appelle pas puiser parce qu'il y avait un orifice, donc il y avait où évacuer. Mais d'un côté, la neige, comme elle s'agglutine, alors après, ils la mettent dans un cuve, elle fond. Bref, il y a 36 000 solutions. Je ne sais pas, moi, si elle est retenue dans la halakha, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup à cette époque. Aujourd'hui, on a une facilité qui est exceptionnelle. Est-ce que la neige est considérée comme de la pluie pour la récupération? Oui, comme de l'eau. Oui. Alors, on est gâté ici en hiver. Ah, voilà, vous avez ce qu'il on a tout ce qu'il faut, là. Normalement, si je ne m'abuse, oui, la neige, ça fait, non, on est gâté, on est gâté toujours. Et quand on va voir bien si on a le temps après le chiot, mais bon, je pense pas. Mais on va parler peut-être avant Shabbat ça va dire thank you. Thank you, thank you. Merci, on est gâté de tout, tout, tout. Il y en a qui aiment pas la neige. En tout cas, pour ceux qui aiment skier, ils sont gâtés. Sur ce, alors, moi, tout de suite, elle se demande, elle dit, attends, on parle pas donc de couvrir cette odeur, parce qu'il faudrait des milliers de litres, et c'est pas de ça on parle. Donc, de quoi on parle? Lorsqu'on dit que tu peux mettre de l'eau pour pouvoir faire le schéma, de quoi tu me parles? Pas de cette cuve où je me trempais quand même. Elle aimerait de dire, non, au Meraglaim, lorsque tu te trouves devant un récipient où il y a de l'urine, on avait vu qu'on pouvait pas faire une prière devant à 2 mètres près. Alors, si tu veux pouvoir, tu n'as pas de possibilité, tu n'as pas où dégager, évacuer ce pot de chambre. Comment faire? Tu as ici, dans l'endroit, je sais pas moi, un cachot, quelque chose, chacun. Comment faire pour pouvoir faire la prière? Pas de problème. Là, tu prends un verre d'eau, tu prends un seau d'eau, et tu verses cette eau dedans. Là, automatiquement, elle va se diluer. Et là, tu pourras faire le schéma sans problème. Et là, Gmara demande, Tanou Rabbanan, le sage nous a enseigné. Donc, Gmara va citer une autre discussion à ce sujet. Comment est-il et Tochamaim? Combien il faut mettre d'eau pour pouvoir faire le schéma et que ça s'appelle que cette urine est diluée au point où on n'a plus le terme d'urine et que je peux faire le schéma? Gmara va dire, première, c'est Tanakama, c'est le premier avis, anonyme. Quand je suis ou n'importe quelle quantité, même tu mets un petit volume d'eau, ça suffit, ça a déjà enlevé le côté acide, j'allais dire, Rabbi Zakai Omer, mais Rabbi Zakai dit non, révite, on doit mettre minimum un révite. Révite, c'est ce fameuse mesure qu'on utilise toujours dans le kédouche partout, le révite, c'est-à-dire les 81 ou 86 millilitres qu'on doit mettre, qu'on doit mettre. En faisant ça, tu pourras diluer pour faire ta prière. Et la Gemara va dire, Amar Rav Nachman, donc c'est un talmudiste qui va expliquer ces gens qui viennent de la Mishnah, Mahloket Levasov, le désaccord qui est entre le Tanakama qui pense qu'un petit volume suffit, ou l'autre Rabbi Zakai qui dit non, il faut un minimum de ce qu'on appelle un minimum de Revi'it, donc de 86 millilitres. Ça, on parle Levasov. C'est-à-dire quoi Levasov? C'est dans le cas où on va mettre l'eau ultérieurement. Je m'explique. Tu as un pot de chambre avec déjà de l'urine, bah, tu n'as pas le choix, alors tu vas mettre, là, Tanakama pense minimum d'eau suffit, l'autre il pense il faut un révit. Aval batehila. Par contre, si ton pot est propre, il n'y a pas de l'urine encore. Et donc, je m'explique. Kol she'en. Je vais m'expliquer. Très intéressant sa logique. Je suis dans un espace où je n'aurai pas où évacuer. D'accord? Je le sais. Je vais être là enfermé. Dans un exemple. Aujourd'hui, c'est pas tellement concret, comme je l'ai dit, parce que c'est rare. À l'époque, si on a une chambre, ils sont 3 heures du matin, il n'y a pas. Il va faire le schéma, il va faire sa mila, il va faire ses berachot. Mais s'il y a de l'urine ici dans ce pot de chambre, il ne pourra pas le faire. Alors, on a vu qu'il y a une mahloquette, une divergence d'opinion. S'il y en avait déjà, comment faire pour diluer? Mais Rav Nachman va supposer que s'il n'y en avait pas, que c'était propre, le seau était propre, mais un peu d'eau, même un petit peu d'eau, suffit pour tous. Un petit peu, il ne faut pas avoir cette mesure.
Un petit peu d'eau suffit si après tu vas uriner dedans. Pourquoi? Parce qu'il a une règle, halakhique qui est intéressante. La règle, elle est kama kama batil, j'explique. Vous prenez ici, je mettais de l'eau, ok? Je donne un exemple. Vous mettez du sirop, ok? Je mets du sirop. D'accord? Je sais pas si vous connaissez Tesser. Nous, en France, on utilisait beaucoup ça, ou l'anthésite, ou le sirop Tesser, ou je ne sais. Tu mets. Après, tu mets de l'eau. Tu verras que l'eau est plus concentrée, est directement plus concentrée. Par contre, si tu mets de l'eau, et après tu mets ton sirop, la couleur ne fera pas pareil avant que tu mélanges et tu commences à faire tout ce que tu as. Parce qu'il y a une règle à l'arique que kama kama bakin. Ça veut dire que successivement, lorsqu'elle tombe, chaque goutte d'urine qui tombe lorsque tu es en train d'uriner, et il y avait de l'eau avant, donc chaque goutte, elle s'annule au niveau d'eau qu'il y avait déjà. Donc avant c'était de l'eau, une petite goutte dans l'urine, dans de l'eau, une petite goutte d'urine dans de l'eau, ça devient de l'eau. Et la deuxième petite goutte, elle est tombée où? Après celle-là qui est déjà devenue de l'eau. Donc automatiquement, si on a mis au départ un peu d'eau, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'arriver à cette mesure de 86 millilitres pour pouvoir enlever ce côté urine. Vous voyez comment Rabbi Nachman, il explique? Très bien. Et Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec lui, il explique différemment, il dit non. Au contraire. Les deux sont en désaccord au début. C'est-à-dire qu'au début, même s'il n'y avait pas du tout d'urine, un pense qu'il faut toujours mettre une réveille. Au minimum, un minimum, c'est quoi le minimum? C'est 86 millilitres. Parce que tu mets deux gouttes, à quoi ça sert? Donc il pense même si tu mets un petit peu, ça suffit. Amar les Rabbi Yosef les Shmaté a été les Rébuta démaillés qui Rabbi Zakai. Par contre, ils sont tous d'accord, selon Rabbi Yosef, que selon tous les Tanaïm, au contraire, s'il y avait déjà de l'urine, il faut un minimum de 86 millilitres. Et Rabbi Yosef lui-même a utilisé cet enseignement, au point une fois il a demandé à son serviteur, à son majordome, amène-moi s'il te plaît 86 millilitres, un révite pour que je puisse faire ma prière, j'ai besoin de la verser. Très bien. Donc on a fini la halakha sur ce sujet. On avance au nouveau sujet. Tanou Rabbanan, ça je vous enseigne. Geraf chez les Re'iv et Abit chez les Meraglim. S'il y a un pot de chambre qui est utilisé ou pour déféquer, pour faire des excréments, ou pour uriner. Qu'est-ce qu'on fait? Il est là le pot de chambre. J'ai pas d'eau, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Sur les codes 4 schéma Kenegdam, on ne peut pas faire le schéma devant eux. Même s'il n'y a pas d'odeur. On ne peut pas faire le schéma devant eux. Afiyapi chez Enbaim Klum. Et mieux encore, même si ces ustensiles ils sont vides. Même s'ils sont vides, mais comme ils sont utilisés de manière habituelle, c'est un urinoir. C'est un endroit qui, ce pot de chambre, il a aujourd'hui, j'allais dire, pris tous les excusez-moi l'expression, mais les arômes. Ok, je sais pas si ça se dit, mais bon, je veux dire les odeurs. Les odeurs nauséabondes. Et ben, automatiquement, même s'il est pas là, tu peux pas faire la prière. Même s'il n'y a pas dedans quoi que ce soit. C'est c'était fait en terre cuite. D'accord? Mais vous pouvez sortir le pot. Oui, mais bah, c'est sûr. Voilà. À 3 heures du matin, tu dois te lever, ou tu dois faire un shalata, ou tu dois faire le schéma, tu as oublié. Oui, on Alors, là, en est train de t'expliquer. derrière la porte et puis c'est tout. Hazak, comme je vous ai dit, vous êtes dans le confort de deux chambres et d'avoir une porte. Mais dans l'idée de l'époque, je suis toujours, si on ne se met pas dans la perspective de l'époque, on se dit, mais tout de suite, voilà, bravo. Ou meraglim atmam. Alors, c'est écrit comme ça. S'il y a ce pot de chambre déjà, même s'il est vide, hein, ce pot de chambre, on pourrait rien faire. S'il est devant nous. Ou meraglim assam. Maintenant, par rapport à l'urine même, qui se trouve dans le récipient, mais un récipient qui n'a pas été réservé à cet effet. Par exemple, tu as pris, tu n'avais pas, tu as mis dans un verre ou dans une bouteille. Eh ben, tu peux pas faire le schéma tant que tu n'as pas mis de l'eau dedans pour diluer comme on a vu. Et combien tu dois le mettre? On a vu, Rabbi Zaka, il nous dit toujours un révite. Donc c'est venu corroborer, en fait, cette Mishnah est venue corroborer ce qu'on a vu juste avant. La Gemara, la vérité va continuer en disant Ben niflamita ben hamita. Tout ce qu'on t'a dit maintenant, quand tu peux pas faire le schéma, dans le cas où il y a un pot de chambre devant toi, ou dans le cas où il y a un pot d'urine, que ça soit devant le lit, ou même derrière le lit. C'est-à-dire même s'il est devant le lit ou derrière le lit, on ne dira pas que le lit constitue une séparation entre les deux, pour être dans un autre périmètre, au point de faire le schéma. Non. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, la haramita koré. Si le récipient se situe derrière le lit, on peut faire le schéma. Parce que là, dans ce cas-ci, le lit va servir de séparation. On va expliquer c'est quoi derrière le lit, d'accord? C'est-à-dire en dessous le lit, ok? Koré. Aval, machik, oul, arba amot ve koré.
Par contre, devant le lit, c'est-à-dire devant toi, même si c'est derrière, à côté du lit, mais tu es dans notre espace, ça marche pas. Il faut te distancer de 2 mètres, 4 mètres. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit, Afilum bait me'ama lo ikrat shotiem otien niach tachanita. Du tout. Mais il pense que même si tu as une maison qui fait 200 mètres, qui fait 250 mètres, me'ama, même si tu as une chambre qui fait 50 mètres, tant que c'est devant toi, tu peux pas le faire. Ou tu le mets en dessous le lit, ou tu le sors de la chambre, comme l'a dit monsieur Znati. Pour lui, il n'y a pas à devant, à derrière, tu le fais pas. Donc, lui, il pense que la maison, pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Le schéma ne se fait pas, ou toute sorte de, ou toute paragraphe de Torah, ou de bracha, ou de nom d'Hachem, ne peut pas être récité dans un endroit où il y a, comme on a vu, qui est sale. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Torah, Vaya Mahanecha Kadosh. Ton camp va être Kadosh. Et qu'est-ce qui est considéré un camp? Ton périmètre. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il lui pense que ta maison entière, elle est considérée comme ton périmètre de 2 mètres. Comme ton périmètre vital. Parce que tu es sous le même toit, c'est ta maison, c'est le même endroit. Même si elle est grande. Faut que quand je dis maison, c'est la chambre. D'accord? Et dès que tu as la sortie de chambre, prends la ligne, là, tu pourras faire ce que tu as à faire. Et là, Agmara, elle va essayer de trouver la signification que ça veut dire qu'il faut s'éloigner de 4 amots de 2 mètres. Quand Rabban Gamliel, il a dit qu'il faut s'éloigner de 2 mètres, là, tu peux faire le schéma. Il va y aller où? Erika Amar, Ahamita Korimiyad, לפני המיטה הכי קרבה מאוד לקורא, עוד לימה הכי כמה, לאחר המיטה הכי קרבה מאוד לקורא, לפני המיטה no קורא כלל. Alors Agmara, elle va essayer de comprendre, je vais aller un peu rapidement, d'accord, je vais pas entrer dans tous les détails, parce que c'est assez technique, mais l'idée elle est très simple. Lorsque Rabban Gamliel a dit que tu peux déplacer de 2 mètres, c'est-à-dire 4 amots, 4 coudées, et faire le schéma, de quoi il parlait? Il parlait de derrière, déplacer, là tu peux faire le schéma, ou non, même devant, tu peux déplacer de 4 amots et faire le schéma. L'Agmara va amener une preuve pour résoudre cette question. Tashma, Betania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ahar Amita Koremiyad. Après, si quelqu'un il avait un pot de chambre ou tout les récipients où il y avait des urines dedans, d'accord, et ben qui se trouve derrière le lit, on peut faire le schéma immédiatement. Mais s'ils sont devant toi, tu les vois devant toi, et ben tu dois minimum distancer de 2 mètres le pot et là tu fais ton schéma. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, mais Rabbi Shimon ben Gamliel dit clairement, Afilu bait me'ama, mais même dans une superficie de 100 amot, tu ne peux pas le lire tant que tu ne les as pas mis ou sous ton lit ou déplacés de chambre. Donc, la Gemara va dire, donc on a eu notre réponse claire et nette, que selon Rabbi Shimon ben Gamliel, devant, tu peux pas le déplacer à 4 amot, parce qu'il a dit même si ta maison fait 100 amot, 100 mètres, ça marche pas, il faut le mettre sous le lit ou le déplacer de chambre. La Gemara va amener une contradiction entre deux braïtot, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. On avance, la Gemara pose une question intéressante qui va être d'actualité. On y va. Je le fais assez vite parce que j'ai vraiment envie de Bezrat Hashem de terminer ce chapitre qui est assez technique et qui va mettre un terme à toutes les lois de propreté, d'hygiène quant à la tefila. Après, on va aller complètement dans une autre idée. On y va. La Gemara pose comme ça. Elle pose cette question. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit. Ba'amine meravuna. Je pose la question à Rabbi Yehuda. Quelle question il a posée? Mita pachot mishlosha. Pshitali dechlavudami. Le type, il dort dans un lit. Dans les pieds du lit, alors, je vais expliquer. Lorsqu'on a dit que tu mets sous ton lit, au point où ça va être considéré comme couverture, quelque chose qui couvre. Mais vous savez, il y a plusieurs hauteurs du sommier. Si le sommier, je veux dire, les pieds du lit sont très, très hauts, alors, on pourrait considérer, alors je vais expliquer. Il dit Rabbi Yosef comme ça. À moins de 3 tfarim, de 3 points, 30 cm, s'il fait moins de 3 points, je me pose pas la question, et je comprends que si tu as mis un pot de chambre en dessous, c'est considéré comme une couverture. Je vais expliquer pourquoi. Il y a une notion qui s'appelle, il y a une loi qui a été donnée par Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, qui s'appelle Halacha le Moshe Sinaï. C'est une loi qui nous aide dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de halachot techniques. Cette loi, elle s'appelle l'avoud. C'est quoi l'avoud? C'est que dès que j'ai un espace de moins de 3 tfachim, de moins de 30 cm, qui est ouvert, je le considère aux yeux de la halacha comme fermé. Comme fermé. Je donne un exemple concret halachique. J'ai une souka, vous avez tous une souka à la maison, et vous mettez le srach. Ok, vous mettez le srach. Et dans le srach, normalement, il vous manque un morceau de bois, d'accord? Vous avez 2, et ici, il y a un trou. Il y a un trou en plein milieu.
S'il y a moins de 3 tfachim, moins de 30 centimètres, moins de 27 centimètres, exact à peu près, eh bien, c'est considéré comme si que c'est fermé. On n'en parle plus. S'il y en a plus, eh ben, c'est comme si que ça rompt la souka. On va voir, d'accord? Donc, il y a un problème avec ça. Ça s'appelle comme la voûte fermée. Et donc, il va nous dire ici, Rav Yosef, si le lit fait moins de 3 tfachim, je considère comme une couverture. Comme si quelque chose vraiment qui couvre le pot. Et j'ai aucun doute que quoi? Que Shlosha, Arba, Hamisha, Shisha, Shiva, Shmona, Tisha, Maou. Mais ma question, elle est, de 3 à 9, quel en est le din? Si mon lit fait de 3 à 9, vous savez? De 3. Amar, Lelo Yadana, il lui a dit, je ne sais pas. Asara Vadaï Lombaïl. Il explique. Il dit, s'il faisait 10 tfachim, 1 mètre, je n'ai pas à te poser la question. Parce que clairement et nettement, que quoi, s'il fait 1 mètre, je peux pas considérer comme une couverture. Quelle couverture? C'est un espace, c'est ouvert. C'est un espace ouvert, donc c'est plus couvert. Donc, à moins de 3, j'ai pas de question. À 10, après 10, j'ai pas de question, je sais que c'est interdit. Moins de 3, je sais que c'est fermé. Mais entre 3 et 10, est-ce que je considère comme moi ça, comme couvert, je peux faire le schéma ou non? Donc, c'est une question à l'époque, surtout où les lits étaient un petit peu de manière artisanale, chacun son lit, c'est pas standardisé. Ok, il vient, j'ai coupé, il y a des gens qui aiment, vous savez, il y a des gens qui aiment les lits, ils sont mis, chacun, hein, comme il l'aime, on va dire. Je crois que les Japonais, je sais pas, dites-moi si je me trompe, le style japonais, il est très bas. Très, très bas. Et si, je crois américain, une fois j'étais chez un ami, il me dit, mais il faut prendre une échelle pour, pour monter sur ton lit. En tout cas, il m'a dit, oui, j'ai un grand couloir, je vais prendre l'élan. Et là, en tout cas. Bon, donc il a posé la question. Amar Abaye a dit à Yosef, Shapir Avat de Loi Bayalach, Kol Asara Reshuta Haïti. Lui, tu as bien fait de ne pas te poser la question après 10. Tu as raison, parce qu'après 10, c'est déjà c'est une autre hauteur ou un autre domaine à part, complètement. Donc, il n'y a pas Mais je voudrais juste, je finir une petite remarque. C'est exactement la même loi de Missinaï qu'on a étudiée ce soir dans Shabbat avec Rabbi David. Pareil, la même chose. Cette loi de la voûte, elle est amenée dans énormément de le principe de la voûte. Le principe de la voûte, ça s'appelle la voûte. D'accord? C'est un principe virtuel, c'est un principe virtuel qui a été amené par Moshe Rabbeinu et qui n'est pas écrit dans la Torah. Il n'est pas été écrit, mais ce sont des parties, on les utilise par exemple dans la notion du Haïrouv. Vous voyez, Shabbat à Kotsanuk, on peut porter. On porte Shabbat à Kotsanuk. Alors que normalement, selon la Torah, celui qui porte Shabbat dans un domaine public, il enfreint l'interdit, et c'est même passible de peine de mort. Donc je veux dire, alors comment ça se fait? Parce qu'à côte Saint-Luc, on a, je crois, c'est un des seuls pays, ou je veux dire, la seule ville ou village au monde, franchement, je vous le dis vraiment, côte Saint-Luc, qui est fermé, qui est aussi bien fermé. Ouais. Il est fermé de toutes parts avec le train. Donc il est fermé de toutes parts. On est vraiment fermé, on considère ça comme un domaine privé de manière générale. Ok? Et parfois, vous allez me dire, mais il y a des espaces qui sont ouverts où on passe, les voitures passent, il y a des chemins, on appelle les chemins à niveau, quoi, les passages à niveau. Des carrés. Voilà, donc il y a des endroits où, alors, parfois, on va mettre des bâtons. Il y a des gens, par exemple, je connais quelqu'un qui s'occupe du Hérouv. Il y a quelqu'un qui travaille à l'école, avec un rave. Il va tous les vendredis il est à Ville-Saint-Laurent et il fait le tour. Et il voit, il arrange avec ses outils, il met des fils, il met des trucs. En tout cas, parfois, c'est un espace qui est trop ouvert. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails comment on fait pour fermer cet espace. Mais si tu mets un bâton, après tout, moins de 30 cm, à 27, tu mets un autre. Après un autre bâton, et ben, on considère que tout est fermé. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on va utiliser cette halakha. Virtuellement. Alors, Rava, il dit comme ça. La loi, elle est que moins de 3 tfachim, c'est considéré comme la voûte, comme fermé. 10, clair et net. Voilà, il statue la halakha, que c'est considéré comme un domaine à part, et donc je peux mettre le pot de chambre en dessous. Maintenant, de 3 à 10, de 3 à 10, et ben vraiment, c'est cette question qui a été posée à Rav Yosef à Ravuna, et Ravuna n'a pas résolu, donc on n'a pas la réponse. Amar Rav va dire, halakha ke Rabbi Shimon ben Elazar. La loi suit l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui pense que quoi? On n'a pas le droit de faire le schéma
dans toute la maison, si un peu de chambre découvert s'y trouve. Et Ren Amar Bali, Amar Rav Yehuda Bera, des Bat Shmuel. Et ainsi a dit Bali, au nom de Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Shemuel. Alors pourquoi ici on parle de fils de la fille de Shemuel? Bon, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Rava Amar, en alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. J'explique c'est quoi la loi. Rabbi Shimon ben Elazar, il a été très loin au dire que si dans ta maison tu as un pot comme ça, tu peux pas faire le schéma. Et donc, il y en a qui vont dire que l'alacha est comme ça. Et Rava va statuer que l'alacha n'est pas comme ça. Maintenant, pourquoi on parle, la vie qui a été rapportée, il s'appelle qui? Le nom intéressant. C'est rare, je connais pas, j'ai pas souvent vu ça, c'est Bali. Bali, à ne pas confondre avec la destination touristique. D'accord? Mais Bali, le Rav Bali a dit, Et avec les au nom de chaussures. Rav Yaakov Bera, Rav Yaakov, le fils de la fille de Shmuel. C'est rare que dans la Gemara, on voit le Rav Jacob, fils de qui? De la fille de Shemuel. En deux mots, le petit-fils de Shmuel. Pourquoi tu me dis pas le nom de son père? Alors la réponse, je te donne une petite histoire, c'est que la fille de Shmuel, elle s'était fait kidnapper. Elle était prise en otage et elle s'était fait violer. Et son père, en fin de compte, à la fin, il a regretté ses erreurs. Il s'appelait Soura, si je me trompe pas. Et il s'est même converti au judaïsme. Alors ça, c'est le fruit de cette union. On avance. Rav Ahaï. Ce Shmuel, c'est Shmuel de la Gemara, pas Oui, Shmuel oui, le Navi. non, Shmuel Lagmar, bien sûr. Rav et Shmuel, le fameux talmudiste. Oui. Rav Ahaï, maintenant on va préhendre on va parler du fait de couvrir ou de construire une cloison devant un rouleau de Torah lorsqu'on est dans une chambre à coucher. Donc c'est une loi, on change maintenant de cap, je vais dire. Parce que pourquoi on parle de ça? Parce qu'on parlait de qu'est-ce qui est considéré comme une séparation ou pas, qu'est-ce qui est considéré comme une distinction entre un espace ou un autre. Alors, c'est pour ça que la Gemara parle de ça. Rabahai, Aïsak l'est livré, B. Ravitzrak Mashmuel Bamarta. Rabahai, il a fiancé son fils avec la fille de Ravitzrak Bashmuel, fils de Martha. Donc, très bien, Mazal Tov, bravo, Mazal Tov, son marié. Aïlé le Choupa, donc il a amené son fils à la Choupa, c'est la chambre nuptiale. Donc il est amené pour, voilà, Mazal Tov, ils ont amené à la maison, ils ont fait la fête, Shalom à Israël. Allez hop, il a payé le traiteur, bye bye. Velo ava mistaimilta, mais la chose n'a pas réussi. Vous avez compris c'est quoi la chose? Il n'arrivait pas à consommer son mariage. Il n'arrive pas à consommer son mariage. Il n'arrive pas pourquoi? Azal Batri d'Ayouné. Donc Ravahai, il est entré dans la chambre, son fils lui a dit, papa, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et il est rentré, il dit, c'est bizarre. Si tu as fait comme on t'a appris, tout doit être, alors on rentre. Et vous savez qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un Sefer Torah dans la chambre. Il y avait un rouleau de Torah dans la chambre. Qui était posé là-bas. Et Amar Léo, lorsqu'il est sorti, il a dit donc aux gens qui étaient là-bas, à ceux qui étaient chargés de préparer la chambre, il a dit, Iku ashta lo ata isakum tulevri. Si je n'étais pas venu maintenant pour trouver ça, vous aurez mis mon fils en danger. Pourquoi vous aurez mis mon fils en danger? Rachid explique, parce que, alors allez-nous, c'est péché de faire ça devant un Sefer Torah. C'est péché. C'est un manque de respect au Sefer Torah d'avoir d'avoir des relations avec sa femme devant un Sefer Torah, c'est péché. Et vous aurez mis mon fils dans une sakana, un danger, parce que peut-être Chas Shalom, il aurait été puni pour ça. Ça va pas. Vous n'avez pas été responsable. Détania, parce que c'est écrit clairement dans une Beraïta, quoi. Beit yesh bo Sefer Torah utfilin. Une maison, lorsqu'on dit une maison, ça veut dire une chambre ici, où il y a des Sefer Torah, où il y a des tefilin, assour les shamash et mitato. On peut pas accomplir la conjugale. On peut pas devant des tefilin faire la conjugale. Ou tout livre de Torah, on va l'apprendre. On peut pas avoir une relation avec ta femme devant un Sefer Torah ou devant des tefilin. C'est assour. À moins que, Atiotsiem, Oshian Michem Keli Betor Keli. Ou que tu les sors de la pièce, d'accord, tu les mets dans la salle à manger, ou dans l'espace où ils doivent être, ou tu les mets dans un Keli Betor Keli. C'est quoi un Keli Betor Keli? On va le voir. C'est un ustensile dans un autre ustensile. Donc, tu les mets dans deux pochettes, deux couverts. S'ils sont dans couverts par deux couverts, c'est bon. Tashmish des Tashmish. Alors, voilà, moi, elle va tout de suite voir, quand on voit, quand on dit couvert, ça veut dire pas obligé que ça peut être souple. Des tissus, ça peut être des choses souples, d'accord?
Comme on voit par exemple le Sefer Torah, il a son manteau qui est souple. On va le voir. Amar Abaye, lo shanu ela bekeli shenokelian, aval bekeli shokelian afilu asara mané kichad mané damé. Très beau ce qu'il dit. Abaye il dit, lorsque tu dis deux pochettes dans ces genres d'articles, c'est deux pochettes qui ne sont pas des pochettes habituelles des téphilines ou des pochettes habituelles de Sefer Torah. Parce que si c'est des pochettes qui sont là habituellement accessoires au Sefer Torah ou accessoires au téphilines, eh ben ils deviennent annulés au Sefer Torah comme si qu'ils sont le Sefer Torah. Donc, lorsqu'on te dit de prendre Sefer Torah ou de mettre cette film dans un espace, tu mets dans des ziplocs, ou je veux dire dans des endroits, dans des choses qu'on n'a pas pu de mettre. C'est pas leur Kelly habituel. Tu vas me dire, oui, mais voilà, il a la pochette de film. Oui, mais la pochette de film, comme elle est pochette des téphilines, donc elle devient annexée aux téphilines, donc c'est comme si cette film était aux yeux de l'action, là, conjugale. Amar Rava va dire, il va dire qu'il y a quelque chose ici qui constitue une double couverture. Amar Rava, il va dire glima, donc une cape, d'accord, ça c'est de l'habit. On tourne la page, on est à la page 26 Kaf Vav Amoud Aleph. Akamtra, qui est étendue sur une caisse qui contient des livres sacrés. Donc il y a plein de livres de Sfarim, Rachid dit Argas et Sfarim. Une boîte où il y a des livres. Et tu as mis donc dans cette boîte, tu as mis dessus encore une cape, un manteau, une cape. C'est bon, c'est considéré comme ici qu'il y a deux récipients. Pourquoi? Parce que la cape, jamais on utilise la cape pour prendre des livres. Tu vois, toi, quand tu veux garder ton livre, tu mets dans l'armoire, tu mets autre part, tu mets pas dans une cape ou dans ton manteau, donc tu l'échappes. Donc le manteau n'est pas le récipient habituel de ces livres. On avance. Alors, donc le hidouche ici, c'est que même si elle n'enveloppe pas tout la caisse, elle est pas au-dessus, c'est bon. C'est comme ça qu'il dit. Ok, Rashba. Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi nous enseigne. Sefer Torah, c'est la sorte comme Sarah. Tout ce qu'on a dit par rapport au téphilin, le Sefer Torah, il lui faut, lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu juste avant. Et il pense qu'il faut faire une cloison qui est minimum 10 tfahim. 10 tfahim, c'est 1 mètre, pour isoler le Sefer Torah d'une manière où une personne va être avec sa femme, puis c'est avec sa femme s'il n'a pas d'autre chambre. D'accord? Mais si tu peux pas faire ça, Rachid te dit sur place, sinon, eh ben, tu peux pas être avec ta femme. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu tout à l'heure, de mettre 2 couvertures ou 2 ustensiles est suffisant. Nous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu mets 2 ustensiles, ça vaut. Mais si tu dans 2 choses, non, pas du tout. Il dit, il faut un caveau bien plus grand pour le faire. D'accord? La seule chose qu'on a dit, 2 choses, 2 ustensiles, c'est pour les films, pas pour les faire. Agmar raconte une anecdote. Mardoutra est là, les Ravashi. Mardoutra, il habite la maison de Ravashi. Hazil Dourté des morts Baravashi, et il a vu l'endroit, donc la chambre à coucher, de Mar Baravashi, le fils de Ravashi. Les Manach Sefer Torah, où il y avait un rouleau de Torah qui était posé. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il avait fait une cloison de 10 tefachim. C'est là-bas qu'il vivait avec sa femme. Marley Mardoutra, il a dit Ravashi, Keman, comme qui tu tranches la halakha où tu t'es permis de mettre une cloison suffisante pour pouvoir être avec l'épouse. Comme qui tu tranches? Il dit que Rabbi Yoshua ben Levi, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit qu'une chambre, il y a un Sefer Torah, si j'ai mis une petite cloison là, une petite chose de 10 tefachim d'1 mètre, il t'énaf. Je peux faire après ce que je veux avec ma femme. C'est propre. Il n'y a pas de souci. Il dit, mais tout ce qui t'a dit ça, c'est une personne qui n'a pas le choix, qui n'a pas d'autre espace, où mettre le Sefer Torah. Toi, Bli'ainara, tu as un espace, tu as une maison, comment ils appellent ça? Pas un 5,5, tiens, 60,5. Et toi, bon, le Sefer Torah, mais l'autre part. La permission qu'il a dit de mettre une cloison, c'est quelqu'un, il n'a pas eu le choix, mais lorsque quelqu'un a le choix, il n'a pas cette permission de le mettre autre part. C'est logique. Il lui a dit, ben, bravo, je n'avais pas pensé à ça. Bravo, tu as raison. Une erreur. Comment ils disent my bad, c'est mon erreur. Et ben, c'est ce que je vais faire, je vais le changer. C'est comme ça qu'on dit à Aaron. Je vois sourire. Très bien. On termine la dernière ligne droite. La bataille, on lâche pas, hein. On lâche pas, il reste 15 minutes. Je me fais violence, hein, que de pas mettre quelques petits points et quelques points de la paracha là, pour agrémenter un petit peu. Je me fais violence.
mais c'est pas grave, pour faire plaisir à Aaron. Alors on avance. On y va. Kama yachik mehem minato arba amot. Kama yachik mehem minato arba amot. Elle reprend la Mishnah, ce qu'on a vu avant. On avait vu que personne ne sait faire son schéma, ce qu'il a à faire, et il est devant des jurys, un endroit ou un espace qui n'est pas des saletés, je veux dire, extrêmement, il faut qu'il se déplace de 4 amot, 2 mètres, puis après il fait le schéma. La Gemara va préciser cette halakha. Amar Rava Marav Sfora Maravuna. Rava a dit au nom de Rav Sfora, qui a dit lui-même au nom de Ravuna. L'Oshano la Chora. Puisque la Mishnah t'a dit que ça suffit de t'éloigner de 4 amot, de 2 mètres, de tout cet endroit, c'est s'ils sont derrière toi. Quand tu avances ton chemin, ils sont derrière, ça fait. D'accord? Ils sont derrière toi. Mais s'ils sont devant toi, s'ils sont là devant toi, que des fois tu fais, tu peux pas faire une chose pareille. Eh ben, Marik Melo est là. Tu dois t'éloigner aussi loin que les yeux peuvent voir. Au moment où tu peux plus voir. Vechen et tefila, et ainsi pour la tefila. C'est-à-dire, si tant que tu les vois, ils sont devant toi, tu les vois, ça marche pas. Ça va faire le schéma. Ils sont derrière toi, tu dépasses 2 mètres, tant qu'il n'y a pas d'odeur, c'est bon. Par contre, s'ils sont devant toi, il faut que tu, c'est pas une notion de voir ou pas voir, hein. C'est une notion de mesure, parce qu'une personne qui est aveugle, qui voit pas, ok? Elle aussi, elle a la même mesure. Donc, quelqu'un qui voit pas, tu peux pas dire à lui, il peut rester, moi, je dois changer d'endroit, non. C'est l'espace qui est interdit. Ça s'appelle le même endroit. Donc moi, elle pose tout de suite, elle conteste cet enseignement, elle va dire, Eni, il faut vraiment s'éloigner au point où on peut plus voir. Papa a dit au nom de Rafrizda. Qu'est-ce qu'il a dit? Une personne, elle a le droit, et c'est autorisé, de se tenir en face d'un lieu de bête à kisser, c'est un lieu de toilette, et faire une prière, la condition qu'il y ait 4 amots de 2 mètres entre lui et ses toilettes. Donc tu constates que quoi? On peut prier à proximité d'un objet qui est répugnant, parce que le Rav il nous a dit clairement, le type il a 2 mètres des toilettes, il peut faire son schéma. Parce qu'il est déjà à 2 mètres des toilettes. Même s'il le voit, même s'il est devant, il n'y a aucun problème. On va dire, Rav Mayaskinan, de quoi tu me parles? Les bêtes à qui c'est chez une Botsoa. Là, on parle d'un toilette qui est propre. C'est un espace toilette, il n'y a pas d'excrément, mais c'est un toit de, mais là, il a été nettoyé. Et là, il te dit le rabbin, tu as le droit de faire le schéma devant parce que là, il est propre. Mais s'il y a un excrément devant toi, pas du tout. Il faut t'éloigner au point de ne plus voir cette chose. La Gemara va dire, ah oui? Quoi? Il n'y a pas de porte? Pour Non, fermer la porte? C'était des espaces ouverts. Des latrines, enfin, vous savez, des espaces. La Gemara va dire, mais oui, si on ferme la porte, certainement. On y va. Tout de suite, et c'est intéressant de parler de ça parce qu'on va parler de ça tout de suite. Et Ni, la Gemara a dit vraiment, quoi, si on a nettoyé le d'aisance, on peut faire le schéma devant, ça suffit, parce qu'il est nettoyé. Rav Yosef Hanina, et Rav Yosef, le fils de Hanina, nous enseignait. Bête à qui c'est chez Amrou, lorsqu'on a dit que les Chachamim nous ont dit que on peut pas faire de tefila devant le toilette. Et de quelle toilette il parlait lorsque les Chachamim nous ont dit ça? Afal Pichen Botsoa, même s'il n'y a plus d'excréments dedans. Ou bête amechatiamo, même lorsqu'ils ont dit on peut pas penser à des mots de Torah dans le baignoire. De quel baignoire on parle? De quel établissement de bain? Lorsqu'on parle de bain, de quel bain on parle? Même s'il y a personne qui est dénudé, le bain il est propre, il y a personne. Personne n'est tout nu dedans. C'est propre, il y a personne dedans. Tu n'as pas le droit de faire là-bas de penser à des livrets Torah ou penser au schéma. Même aux toilettes, tu peux pas faire devant une toilette qui même s'il est propre. Donc comment toi permets-tu de me dire que l'autre Rav, lorsqu'il a dit on peut faire à 2 mètres, c'est quoi? C'est un toilette qui est propre. Par contre, il était sale, certainement même pas. Pas du tout. Tu vois clair et net qu'un toilette, même s'il est propre, on peut pas faire le schéma devant. La Gemara termine avec ça presque. On parle d'un chadété. C'est quoi chadété? On parle d'un toilette qui est propre, qui est neuf. Je viens de confectionner la toilette. Vous êtes dans votre maison, votre baraque. Vous voulez vous construire votre maison. Et vous avez construit un toilette. Il y a la cuvette et tout ce que tu veux. Il n'a jamais été utilisé. Tu peux faire le schéma devant? Est-ce que je peux faire? Ou pas? Eh ben, il te dit que oui, tant que Frisdale, c'est ça qui t'apprend. Alors, Frisdale t'apprend que tu peux faire le schéma devant. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il est neuf. Et pourquoi? Parce que lui pense que, comme il est neuf, il n'a jamais été utilisé. Donc, même si tu l'as destiné comme espace d'aisance, mais ça suffit pas pour me disqualifier ma prière et me dire que je peux plus la faire devant.
Et là, Gemara tout de suite, elle va dire que cette réponse n'est pas vraie. Pourquoi? Vam, il va y aller les Ravina. Izminu le betakise maou. Yashizimu non zimun. Ravina lui-même, il avait cette question. Il avait demandé si une personne, il a réservé un endroit pour faire de cela un toilette. Est-ce qu'on considère ça comme une réservation ou pas une réservation? C'est-à-dire quoi une réservation? Si je considère comme si une réservation, ça veut dire c'est un vrai toilette. Je peux pas faire le schéma dedans ou à côté. Et si je considère pas ça comme une réservation, donc je peux faire tant qu'il n'a pas été utilisé. Il avait un doute. Moi, il va dire Kikam il va aller les ravina, les mekam, aller les tsewi begave. Aval kenegdo lo. Ravina, lorsqu'il avait un doute, il avait un doute si on pouvait rentrer dans ce toilette, si on n'avait pas d'espace, et faire le schéma tant qu'il n'a pas été utilisé, il a été juste réservé. Il a ce doute. Par contre, selon la halakha, selon tout le monde, si on est dehors ce toilette, il n'a jamais été utilisé, il a été seulement réservé, pas de doute qu'on peut faire le schéma devant ce toilette, sans avoir à fermer les portes, etc. Amarava, on va donner notre enseignement, on termine avec ça. Ané bati kisaï des farsaïs, les toilettes des Perses. J'appellerai aujourd'hui les toilettes, pas les toilettes turques, hein. Les toilettes des Perses. Les toilettes des Perses, c'est quoi les toilettes des Perses? Alors, l'explication, c'est que ils avaient un trou, ils se faisaient dedans, mais c'était, le système d'évacuation était pentu. Et donc, lorsqu'il faisait, automatiquement, ça dégoulinait, ça partait. Et donc, il y avait aucun moment, ça stagnait à cet espace. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Intéressant cette halakha. Il te dit, et la halakha elle est comme ça apparemment, qu'un bati qui sait des farsaïs, que c'est donc toilette perse, afin de garder de soi, même s'ils contiennent des excréments, ça veut dire qu'on l'a fait déjà devant, qui se domine d'amour, on considère ça comme des endroits fermés. Et donc, ça ne pas comme des endroits fermés. Et donc, on peut faire le schéma devant cela, pas dedans, peut-être, mais à côté. On considère, à côté, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas dans ces toilettes, c'est pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de stagnation. Et donc, ça a toujours été dégouliné, donc il n'y a pas de problème. On vient de terminer la Mishnah, la fameuse grande Mishnah qu'on avait étudiée, avec tous les lois d'hygiène. On n'avait pas terminé, on l'a bien terminé, Baruch Hashem aujourd'hui, maintenant. Et, il nous reste 10 minutes. Il nous reste un petit morceau de Mishnah, une nouvelle Mishnah qu'on va faire maintenant et on va terminer. Zav Shera Keri. Alors Zav, c'est quoi Zav? Souvenez-vous, on avait étudié les dernières semaines que Ezra Sofer, le scribe Ezra, souvenez-vous celui qui est revenu en Érythrée après l'exil de Babylonie, il avait décrété sur le peuple juif qu'une personne qui a vu une émission séminale ne peut pas faire le schéma ou des prières de Torah tant qu'il n'a pas été au mikvé. Il n'a pas été se tremper. On avait étudié ça ensemble. Très bien. Ben, si c'est ainsi, aujourd'hui c'est plus d'actualité. Je vous ai dit que cette loi a été abolie pour nous. Mais en tout cas, à cette époque même, elle tenait. Mais à quel moment elle tenait? Il y a même selon cette loi, il y a une divergence halakhique, on va l'étudier tout de suite. Je vais m'expliquer. Zav Shera'a Keri. Un zav, je vais t'expliquer c'est quoi un zav, qui a eu un écoulement donc de semences. C'est quoi l'histoire? Alors je vais expliquer d'abord oralement, après je vais lire. Il y a plusieurs degrés de pureté et d'impureté. Selon le Ezra, lorsqu'une personne va au mikvé pour se purifier, pourquoi? Parce qu'il a eu cette émission séminale, parce que l'émission séminale, ça provient normalement d'une frivolité, et la Torah, c'est quelque chose qui doit être pris avec beaucoup de concentration et beaucoup de rigueur, j'allais dire, et de prudence. Alors il faut aller au mikvé pour se purifier. Très bien. Maintenant, une personne qui est zav, c'est quoi zav? Quelqu'un qui est comme une maladie, ça peut être une maladie, mais c'est une émission séminale, c'est pas du sperme. C'est un écoulement, et je pense qu'ils appellent ça la gonorrhée, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un peu grumeleux comme ça. C'est quelque chose qui sort, d'accord? Je sais pas si vous le connaissez, vous avez déjà vu. En tout cas, c'est zav. Selon la Torah, une personne qui a vu ça une fois, et ben elle est considérée comme si qu'elle a eu une émission séminale. Elle va au mikvé, le soir même, c'est bon, elle est tahor, elle est pure. Si elle a eu 2 fois, même journée, ou elle a eu 2 jours consécutifs, cette personne, elle devient comme une nida. C'est quoi ça? 7 jours après, elle doit aller au mikvé. Et là, elle pourrait être pure. Entre temps, si elle a touché des choses, tout ce qu'elle a touché, c'est impur. La terouma, quoi que ce soit, c'est impur. Et si elle a vu 3 jours, après le processus de purification mikvé, elle doit amener un korban. Donc c'est un zav. Alors je vous parle de ce zav. Ce zav qui est déjà en état, j'allais dire, d'impureté. Et il attend le processus des 7 jours pour se purifier. Et au milieu des 7 jours, il reçoit une émission séminale de sperme. Il va me dire, so what? Il est déjà
impur, il est déjà en processus de purification, il attend la purification d'une grande impureté qui est le zav. Parce que le zav, c'est une grande impureté de 7 jours. Alors, à quoi ça sert d'aller au mikvé maintenant s'il a eu une émission séminale? Pourquoi? Pour étudier la Torah. Mais de toute façon, il est impur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben, alors, là est la question. Si une personne est déjà au préalable impurifiée par une impureté qui est bien plus grande que celle-ci, est-ce qu'on à cette personne, Ezra n'a jamais dit d'aller au mikvé parce que de toute façon, il restera impur? Ou non? Par rapport à la Torah, quand tu vas aller au mikvé, certainement que tu t'es pas purifié de la grande impureté d'avant, et par rapport au sperme, tu t'es purifié, alors fais-le. Voyez-vous? C'est ça la question. La question, si une personne était au préalable impure, et maintenant elle a vu une émission séminale de sperme, est-ce qu'elle doit aller au mikvé pour se purifier, pour étudier la Torah? Ou non? De toute façon, même si elle va au mikvé, ça ne changera rien à son statut, parce qu'elle attend le processus de purification après les 7 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai été assez clair. Mais je vais l'expliquer ici dans un petit dessin que je vais vous faire. Ok? Alors, comme ça. Personne qui est zav, comme j'ai dit zav, c'est une grande impureté. Une grande impureté qui demande 7 jours de purification. Ok? 7 jours de purification. Et au milieu, on va dire le 3e jour, il voit quoi? Il voit la sémence, le sperme qui tombe. Est-ce que, à lui, à cette personne-là, maintenant, qui est en attente de purification de ça, on dit non, va quand même aujourd'hui au mikvé, même si ce mikvé ne t'aidera rien à ce sujet, parce que lui, il faut attendre 7 jours, mais au moins ce sujet, ça t'aidera, ou non. Étant donné que de toute façon, il est impur, ça changera rien vraiment à son statut, Ezra lui a jamais demandé de se purifier. Et il attendra les 7 jours, et là, à ce moment-là, il pourra se purifier, entre-temps, il peut étudier la Torah. Voyez-vous la question ou pas? L'idée? Et la Gemara, elle va dire très simplement, Zav Shera Keri, donc un Zav qui a eu une écoulement de semences. Venida chez Palta Shervadira, ou même une Nida. Nida, c'est comme une femme Nida, mais elle a eu de la semence qui a coulé en elle. Elle était avec son mari, donc après, elle a eu de la semence qui a coulé en elle. Mesha Meshet, donc automatiquement, une personne qui rejette la semence, elle est impure. Par cette semence aussi, elle doit aller au mikvé comme Ezra. Comme Ezra a dit. Ou un Mesha Meshet Shera Nida. Ou même une femme qui a eu des relations avec son époux, mais quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, elle a vu du sang. Tu vas me dire, de toute façon, elle est nida, à quoi ça sert d'aller au mikvé? Il faut attendre 7 jours. Eh ben, il y a écrit Trichin Divilation, Tanakama, so what? Tu veux étudier la Torah, tu vas faire mikvé. Même si ce mikvé va ne t'aider à rien pour le reste de ta purification, mais pour Ezra, toujours maintenu ça pour la Torah. Pour la Torah, il faut que tu sois quand même, j'allais dire pseudo-pur. Et Rav Yehuda, il va dire poter. Rav Yehuda, il va dire non. Jamais. De toute façon, même s'ils vont, à quoi ça leur sert? Ils sont toujours dans l'état de, j'allais dire, de débris, d'impureté. Eh ben, attends les 7 jours, et là, c'est bon. Sur eux, la takana n'a pas été dite, l'institution n'a pas été dite pour étudier la Torah. Et là, je fly, et on termine avec ça. Ibaï Aléou. Baal Keri, Sheraz, Ival et Rabbi Udamaou. Très bonne question. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? La question est exceptionnelle. Elle est très belle. Je vous ai montré comme ça. Le type, il est zav. Zav, ça veut dire 7 jours de purification. Au milieu, 3e jour, par exemple, 2e jour, il a vu la semence. Là, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, lui, dans la Mishnah, il dit, ça sert à rien de faire le mikvé ici. Ça ne sert strictement à rien parce que de toute façon, il doit attendre 7 jours. Il doit attendre ici. Très bien. C'est clair, c'est compréhensif. Mais là, 2e cas de figure. Lui, il est ici, cette personne, il a vu une semence. Ok, il a vu de la semence. 2 jours ou 1 jour plus tard, il n'a pas eu le temps d'aller au mikvé. Ici, il voit la fameuse semence de Zav. Et après, il faut attendre encore 7 jours pour se purifier. Donc là, qu'est-ce qui est venu au préalable? La petite impureté. Et quelques heures plus tard, la grande impureté. Est-ce que là, à lui, on dit, Rabbi Yehuda, il dit, pareil, étant donné que de toute façon, même s'il est au mikvé, ça lui sert à rien maintenant parce qu'il a été touché par cette grande impureté. Ou non, étant donné qu'au départ, lorsqu'il était avec cette petite impureté, il n'était pas encore Zav, on lui demande à lui de faire le mikvé. Je ne sais pas si j'ai été clair, je vais réexpliquer. Bouddha qui a dispensé une personne impure de faire le mikvé pour lire le schéma ou pour lire des livrets Torah, on parle qu'au départ, il était impacté, contaminé par une grande impureté. Maintenant, il a vu une semence de sperme. Ça sert à quoi d'aller au mikvé? De toute façon, il est impur par une grande impureté. La grande impureté l'englobe. Dans ce cas-ci, Rabbi Yehuda, il dit ne pas aller au mikvé pour faire le schéma.
Par contre, si une personne a eu une émission séminale de sperme, il n'était pas avant Zav, ou elle n'était pas Nida, cette femme, et une demi-heure plus tard, elle devient Zav. Est-ce qu'on dit, étant donné qu'il s'était déjà obligé, rentrer dans l'obligation d'aller au mikvé pour la petite impureté, eh ben, il ne s'est pas dédouané en étant plus impur maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est différent. Une personne qui était Zav, grande impureté, et puis après il devient, là, j'allais dire un petit peu impur, pour avoir l'émission de sperme, la Rabbi Yehuda te dit, bah, ça sert à rien d'aller au mikvé. Par contre, il y a une personne qui n'était il a vu qu'une émission, il n'était pas encore Zav. Sur lui vient l'obligation d'aller au mikvé pour faire le schéma. Et quelques heures plus tard, il devient gonorrhée. Il devient Zav. On va dire, étant donné qu'au départ, tu étais obligé d'aller au mikvé, alors tu n'as aucune dispense d'aller au mikvé pour faire le schéma, ou pas, voyez-vous? Donc la Gemara, c'est ça qu'elle s'interroge. Je vous lis. Ibaya Léou. Baal Keri chez Raziva et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, quelle est la loi concernant donc un Baal Keri qui a vu un écoulement de Ziva? Est-ce qu'il est obligé d'aller au mikvé avant de faire la Torah ou pas? La Gemara va dire, on peut dire deux possibilités. Qui pata Rabbi Yehuda Atam? Quand Rabbi Yehuda avait dispensé le Zav d'aller au mikvé dans la Mishnah, on parle d'un Zav chez Keri. On parle que dans un cas où le Zav, il était déjà Zav, et après il avait un écoulement de semences. Parce qu'au départ, il ne devait pas aller au mikvé, parce qu'il attendait 7 jours. Donc, on lui a jamais demandé d'aller au mikvé. Mais Baal Keri, par contre, quelqu'un qui a vu maintenant du sperme, et qu'au départ, il était censé aller au mikvé pour faire le schéma. Et tout d'un coup, 2 heures plus tard, il devient Zav. Est-ce que Rabbi Yehuda l'oblige ou pas? Odilma Loshna, ou on s'en fiche. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit, dans tous les cas, il est dispensé parce que ça lui sert à quoi maintenant d'aller au mikvé? Tashma, on va te dire, résout cette question. Une femme qui a eu des rapports intimes. Une femme qui a des rapports intimes. Elle a eu une éjaculation de son mari. Donc, si elle a eu une éjaculation de son mari, elle a eu du sperme en elle. Si elle a eu du sperme en elle, elle est impure. De quelle impureté elle est impure? La petite impureté. Elle est censée faire quoi? Le mikvé de Ezra pour faire le schéma, si elle veut faire le schéma ou les brachot. Elle n'est pas encore Nida. Et qu'est-ce qu'elle dit notre Mishnah? Ce quelques heures plus tard, elle devient Nida. Rabbi Yehuda te dit clairement, cette femme, elle est dispensée. Donc, tu as la réponse à ta question. Une femme qui a eu une petite impureté, puis après elle devient une grande impureté, Rabbi Yehuda te dit, pas besoin d'aller au mikvé pour faire le schéma, il faut attendre le grand mikvé. Voilà la réponse. C'est une maladie vénérienne. Alors, qu'est-ce que c'est Rabbi Aaron, la maladie vénérienne? Est-ce une fuite séminale dont on parle? Ben, oui, vénérienne, encore une fois, ça sort de la verge, oui, ça sort de la... Oui, bien sûr. Le sperme, la Gemara, elle a dit comme ça. La Gemara elle dit que le sperme, c'est quelque chose qui est visqueux et qui j'allais dire, soyeux, qui est souple. Tandis que le zav, c'est pas du tout souple, il y a des grumeaux. D'accord? Et selon beaucoup de rishonim, ça provient d'une maladie. Ça provient d'une maladie, ça. Ça de l'impureté. Après, ça cause une impureté, mais c'est une conséquence d'une maladie, selon beaucoup de rishonim, d'une maladie, d'une fatigue, etc. En 2 mots, clairement, on termine. Rav Kia va nous annoncer que oui, pour Rabbi Yehuda, ça rime à rien que d'aller au mikvé. Si une personne, elle est déjà, ou elle est maintenant dans l'obligation d'attendre un grand mikvé, d'une grande impureté, ça lui sert à rien d'aller dans un mikvé maintenant pour faire le schéma ou faire autre chose. Voilà. On vient de terminer le 3e chapitre de Masechet Berachot. La fin, c'était un petit peu chaud. Mais je suis très content qu'on l'a fait, qu'on n'a pas lâché, on n'a rien cédé. On a fait mot pour mot. On n'a rien lâché, Baruch Hashem. La semaine prochaine, on va s'ouvrir à d'autres, Bezrat Hashem, à d'autres horizons, à de nouveaux horizons. Donc, si vous permettez, je vais faire avec vous les Chaïm. Très important pour moi. Alors, bon, moi, ce soir, je vais avec un peu de douceur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'amaretto. Alors, les Chaïm. Mazal Tov, on avance encore ensemble si Dieu le veut. Nous sommes au 3e chapitre. Nous passons maintenant au 4e chapitre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on avance. Et dans cette pirogue, les et Bezrat Hashem, on va arriver à bon port si Dieu le veut. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été patient ce shiur, parce que c'était un shiur qui était vraiment ultra halachique, ultra technique, mais on l'a fait.